Bonjour et bienvenue à cette session Tech for All, donc l'évangélisation et l'initiation à des technologies innovantes en général. Et aujourd'hui, on va parler de AR, VR, MR, XR, plein de trucs qui finissent par R. On va essayer de les définir et puis on va surtout essayer de voir c'est quoi les cas d'usage pour vous, aussi bien à la maison qu'en entreprise, mais surtout en entreprise puisque c'est le sujet. Pour ceux qui me connaissent, donc je suis Vincent Guigui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi Vincent Guigui. Je suis responsable de l'offre Nouvelles Interfaces à Octo. Et dans les nouvelles interfaces, il y a la partie expérience immersive, réalité virtuelle, réalité augmentée qu'on va définir. Et il y a aussi la partie agent conversationnel, donc les chatbots en français, et tout le reste des nouvelles interfaces qui viendraient dans le futur, comme des choses qu'on brancherait dans le cerveau. Mais bon, c'est pas pour maintenant. Et du coup, si on définit un peu, il y a plein de chercheurs qui ont défini un axe, un continuum entre le réel et le virtuel. Et d'un côté, ben, on a la réalité réelle. C'est un peu bête à dire, mais bon, on est dedans, c'est là où on vit. Et il y a le monde virtuel, où tout est faux, tout est simulé. Et entre tout ça, ben, il y a plein d'autres types de réalités. Réalité amplifiée, réalité augmentée, vous avez peut-être déjà entendu parler. La réalité modulée, virtualité augmentée, réalité virtualisée. Alors c'est super bizarre, ça fait plein de trucs. En fait, on va tout simplifier, on va dire c'est des réalités mixtes. C'est toute la partie intermédiaire entre le vrai et le faux. Et donc la promesse pour ce soir, quand vous retournerez chez vous, si vous n'êtes pas déjà chez vous, c'est de pouvoir dire à votre famille, à vos compagnes, compagnons que vous savez ce que c'est la réalité virtuelle, vous savez ce que c'est la réalité augmentée, et surtout vous savez ce que c'est la réalité mixte, qui se simplifie soit avec un M, soit avec un X. Au niveau des chiffres, pourquoi on en parle? On en parle beaucoup en ce moment de la réalité virtuelle et réalité augmentée. Bah, ça explose. Il y a un boom parce que les devices, les lunettes ou les casques atteignent un prix abordable. Au niveau des lentilles, parce qu'on utilise des verres, on a fait pas mal d'innovations. Les écrans, le poids, l'intégration des processeurs dans ce type d'appareil fait que ça devient portable et pas trop encombrant, pas trop complexe avec beaucoup de cas d'usage sur la partie construction, donc dans le bâtiment, pour avoir de la prévisualisation sur des chantiers, ou juste savoir si je fais un trou dans un mur, est-ce qu'il y a un câble derrière? Et ben, grâce à la réalité augmentée, on peut voir à travers les murs. Il y a un côté aussi sur les chaînes de production, pour tout ce qui est maintenance et prévisualisation aussi. Et même dans le retail, demain, je veux réaménager mon salon, ben, que je puisse avoir une prévisualisation. Je veux m'acheter des chaussures. J'ai envie qu'on détecte automatiquement la pointure de mes pieds et qu'on me propose des chaussures qui me vont bien et pouvoir les voir à mes pieds directement. Donc voilà les principaux cas d'usage, construction, euh, donc au niveau bâtiment, construction au niveau chaîne et donc industrie et la partie retail. Sur la partie banque, assurance, un petit peu moins de cas d'usage, ça va être plus de la data visualisation. On va essayer d'avoir non plus un écran qui est mon écran de trader ou de boursier, mais plein d'écrans virtuels. C'est un des cas d'usage ou voir des choses un peu plus complexes. Par exemple, en médical, voir une molécule en 3D, pouvoir tourner autour, la déformer et la réagencer. Ça se fait aussi, mais c'est un peu plus à la marge. Et si on parle justement des cas d'usage, premier élément, c'est créer une nouvelle expérience pour le client. Et une nouvelle expérience, c'est une nouvelle connexion avec la marque, avec les produits et les services. Donc, c'est améliorer cette relation avec le client. Il y a créer des nouveaux contenus, des nouveaux produits, des nouveaux services qui utiliseraient justement la partie réalité augmentée, réalité virtuelle, notamment bah, le service de prévisualisation sur de l'agencement d'intérieur ou sur des produits. La partie optimiser la performance de l'employé et même sa formation, puisqu'en réalité virtuelle, on peut former des gens à diverses situations. Donc, c'est gagner en productivité, en sécurité aussi. Et le dernier élément, bah, c'est réduire les coûts de construction en ayant une phase de design et de conception assistée par ordinateur, où on a une vraie prévisualisation, on sait ce qu'on va construire, on sait où on va le mettre. Par exemple, quand il y a des usines qui sont réaffectées à des nouvelles chaînes, ben, est-ce que je peux mettre un tapis roulant à un endroit? Est-ce que je peux mettre un lyophiliseur à un autre endroit? Est-ce que ça rentre? Est-ce que le poste de travail est ergonomique? Ça, il faut pouvoir le faire avant de fabriquer. Donc ça rentre aussi dans les cas d'usage de la AR/VR. Mais bon, là, je dis AR/VR, c'est quoi AR/VR au niveau réel, au niveau virtuel plutôt? Donc, c'est avoir un casque sur la tête en général, et avec ce casque, on est immergé dans un autre monde, totalement immergé. Ce monde, il peut être très simulé, donc à partir d'un plan, ou modélisé à partir du monde réel. On a pris des photos à 360 degrés ou des vidéos, et on l'a reconstruit, on l'a mis dans le monde virtuel. Euh, donc, à la fin, on a des contenus soit très réalistes, soit des contenus imaginaires, comme on aurait dans des jeux vidéo. Donc, réaliste ou imaginaire. Et pour cette immersion, bah, ça fait appel aux différents sens de l'être humain.
Les principaux, le principal, ça va être la vue, évidemment, mais l'ouïe aussi, puisqu'on peut avoir du son spatialisé. Si je me balade dans un monde virtuel, je veux qu'il y ait du son, et si on me fait apparaître un tapis roulant à ma gauche, je veux que le son vienne de la gauche, et si je me tourne, je veux que le son se déplace correctement dans mon expérience. Ça va ajouter beaucoup plus de fidélité et de réalisme à l'expérience, même si tout est dessiné en mode cartoon, par exemple, on aura quand même une sensation de réalisme, puisque les objets vont exister pour nous, puisqu'on les voit et on les entend. Les autres sensations comme le toucher, ben, souvent on a des manettes qui permettent d'avoir des petits retours haptiques, donc des vibrations. On peut simuler de attraper ou autre. On peut aussi utiliser aucune manette, donc il y a des capteurs qui permettent de voir les mains, et du coup on utilisera directement nos doigts pour attraper des objets virtuels. Là, il n'y a plus de feedback, au moins on voit nos doigts dans le monde virtuel, et on a vraiment l'impression d'y être. Les autres sens comme le goût et l'odorat, c'est un peu plus dur. En général, il faut se mettre un truc dans le nez ou dans la bouche, et ça apporte un peu, mais pas beaucoup. Donc c'est pour certains cas d'usage très limités. Comme on veut simuler un incendie, on va vous mettre une odeur, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça sera plutôt la salle qui va émettre un parfum, la salle dans laquelle vous seriez en vrai, qui fera un parfum, la chaleur, avec des radiateurs, mais ça ne sera pas forcément lié au casque. Donc voilà, on est immergé. Dans les films, vous avez vu ça, sûrement Ready Player One, il y a des gens qui courent avec des casques de VR, donc ils sont immergés dans un monde virtuel, ils ne voient plus la rue et ils courent. Donc ça, on ne va pas le faire, personne ne va courir dans la rue avec un casque, surtout un casque opaque, puisqu'on ne voit plus les autres personnes, on risque de se prendre un mur. Et puis aussi l'histoire des tapis roulants, donc en bas à droite, donc ça existe vraiment, ce tapis roulant, même la combinaison, la tenue qu'il a. Il y a une tenue qui s'appelle la Tesla Suit, c'est une vraie tenue qui permet de capter les mouvements. Et le tapis roulant permet aussi de pédaler dans tous les sens pour se déplacer. Là, on va voir, la personne va tourner, se pencher. Et il peut même courir, faire du surplace dans tous les sens. Donc ça apporte beaucoup d'immersion, mais bon, c'est un appareil un peu compliqué. Et pareil, la tenue, il faut vouloir enfiler ça pour avoir une retranscription fidèle de ses mouvements dans le monde virtuel. Mais du coup, le virtuel, c'est pas que ça. On n'a pas besoin d'être immergé à 100% dans le corps et dans les yeux. On a juste les yeux, ça suffirait. Du coup, c'est ce sur quoi travailler beaucoup d'entreprises jusqu'à maintenant, c'est faire des casques virtuels. Donc, je partage ma vidéo en live. Ici, c'est le truc en carton, cardboard en anglais. C'est un petit boîtier. Il y a 2 lentilles ici, qui sont des loupes en fait, qui permettent de voir très près de notre écran. Et du coup, il suffit de mettre son téléphone et de lancer la bonne application, et on a une expérience virtuelle, puisque nos 2 yeux vont voir chacun un bout de l'image, et ça va créer une sensation de relief. Donc la stéroscopie, ça passe par les yeux et le relief, et ça, ça coûte quasiment rien, c'est 5 € pour le fabriquer. Il faut juste acheter du carton et des lentilles. Il y a d'autres casques qui existent, dans lesquels on met aussi son téléphone. C'est un peu plus haut de gamme, c'est en plastique, donc c'est en haut à droite. Encore plus haut de gamme, il y a ce qu'on appelle le Oculus Quest. Je vous le montre ici. Donc c'est un casque fermé, totalement autonome. Donc on va dire l'équivalent du téléphone est dedans. L'écran, le processeur, la carte graphique, tout ça, c'est intégré. On a des manettes qui vont avec, ici, avec plein de boutons, une partie tactile. On peut simuler le fait de fermer la main, tendre le doigt, lever le pouce, même c'est détecté. Du coup, on a pas mal de gestes possibles pour simuler une interaction assez correcte. La partie intéressante du Quest, c'est qu'il a même des caméras aux 4 coins qui vont filmer la pièce et qui vont pouvoir nous dire attention, il y a un mur, attention, il y a un obstacle devant nous. Donc, on va quand même pas courir avec dans la rue. Je ne recommande pas pour l'instant, même si ça serait très fun. Et ces caméras permettent aussi de détecter les mains. Et du coup, je mets mon casque et je vais voir mes mains virtualisées et pouvoir attraper des objets virtuels sans passer par les manettes. Donc 100% autonome. Pourquoi j'insiste sur l'autonome, c'est que le dernier casque, donc il y a plusieurs termes, il y a Oculus Rift, HTC Vive et autres. C'est des casques branchés à un ordinateur. Donc toute la puissance de calcul est faite par l'ordinateur. On a une meilleure résolution, des interfaces plus complexes, vraiment comme du jeu vidéo haut de gamme, mais qui nécessite un PC. Et souvent, quand on dit un PC, c'est qu'il y a un câble de 4-5 mètres qui nous attache. Donc on est branché au cordon ombilical qui est l'ordinateur. Il y a quelques expériences où c'est du sans fil, mais on est quand même limité à une pièce et on ne peut pas partir chez un client, par exemple, pour faire une démonstration avec juste ça. Ça rentre dans un sac à dos. Dès qu'on passe sur des solutions avec un ordinateur pour la réalité virtuelle, c'est un peu plus compliqué pour se déplacer. Donc je fais beaucoup de démonstrations clients avec le Quest, très portatif, on le met sur la tête de n'importe qui, on désinfecte avant et après, et c'est parfait. Donc ça, c'était la partie très VR, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est en VR? Je vais vous montrer cette vidéo. Alors j'ai coupé le son, mais
elle crie là, si vous voyez bien. Elle se met un peu à crier. Elle croit être sur un cheval, elle croit faire une course de trot avec son cheval, elle se penche en arrière pour donner de la vitesse et elle peut même regarder autour d'elle pour voir les autres jockeys qui sont derrière elle. Et voilà, elle les voit, elle peut bouger les rênes, même si ça sert à rien. C'est une vidéo, c'est très directif, très dirigé. La vidéo va pas changer parce qu'elle a bougé les mains, mais elle s'y croit, elle veut donner de la vitesse, elle est à 100% dans l'expérience. Ça passe par quoi? Ça passe par les yeux et le son, et ça a suffi à créer une émotion, donc une expérience immersive. Il ne faut pas négliger ça pour une expérience. Là, c'est très ludique, mais il y a d'autres sujets où c'est un peu moins ludique, et sur lesquels la réalité virtuelle est très pertinente. Par exemple, la formation immersive. Si on veut simuler, là c'est un cas réel qui a été fait par Accenture, c'est la simulation d'une explosion dans une centrale nucléaire. Et il faut apprendre à gérer la situation avant que ça soit catastrophique. Donc il y a plein de manivelles et ça va nous guider sur les actions à faire. Et surtout, ça va vérifier que l'on fait les bonnes actions au bon moment et dans le bon ordre. Donc tout est sauvegardé, tout est conservé en temps réel, gardé en temps stocké et conservé pour pouvoir le rejouer plus tard et pouvoir réanalyser la situation en se disant ah ben l'apprenant a bien respecté les consignes, ah, il a raté un endroit, il a fait preuve d'anxiété quand il a eu la formation. Tout ça, on peut le détecter justement via ces capteurs. Euh, Dans la partie VR, il y a même certains casques qui intègrent un eye tracker, c'est-à-dire un petit capteur qui va détecter les mouvements des yeux et pouvoir savoir si la personne elle aurait plutôt regardé à gauche ou à droite, même si elle n'a pas tourné la tête, on sait où elle a regardé, par quoi son œil a été attiré. Et éventuellement, il a été attiré par les flammes et non pas par le tableau de bord et le bout rouge qui clignotait. C'est un indicateur qu'il a mal géré la situation. Tout ça, c'est très, très utilisé en formation immersive. Euh, Là, c'est une situation assez anxiogène, mais on peut avoir des situations moins anxiogènes. Par exemple, je dois démarrer mon chantier, mais avant, j'ai des consignes de sécurité, c'est prendre des gants. Voilà, je les ai enfilés. Euh, et ensuite, il y a d'autres choses à faire. Ça me dit, il faut que je prenne mon casque renforcé. Je me l'enfile virtuellement sur la tête, en faisant les bons gestes. Et ensuite, ça me dit, il faut démarrer la machinerie. Je n'ai plus qu'à me aller vers la machine, soit physiquement si ma pièce est assez grande, soit en me téléportant. Et puis j'ai toutes les actions à faire, abaisser les manivelles, brancher des câbles, ou appuyer sur des boutons. Tout ça, on peut le simuler en réalité virtuelle et pouvoir le stocker. Donc c'est très similaire à un jeu vidéo, même si c'est pas un jeu vidéo, puisque c'est utilisé à des fins professionnelles. Il y a un côté ludique, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur le côté pertinent et utile pour l'expérience de l'employé, notamment. Il y a beaucoup de clients qui hésitent, qui oscillent entre le côté faut que ça fasse waouh ou faut que ça soit utile. Si on veut que ce soit utile, des fois ça fait un peu moins waouh, parce que le but c'est pas de montrer des montagnes russes en permanence et de donner la nausée aux participants, c'est de leur apprendre quelque chose, de leur transmettre un message. Donc il faut s'éloigner du pur waouh pour aller sur une expérience qui a du sens. Euh, à la fin, c'est passé vite sur la vidéo, ça a fait uploading, puisque tout ce qui a été fait a été stocké et peut être rejoué. On peut revoir, comme dans un jeu vidéo, revoir toute la scène sous n'importe quel angle et déplacer la caméra pour voir ce qu'a fait la personne de profil, de dos, de face. C'est pas juste une vidéo qui a été faite, c'est vraiment un replay complet de la scène, toujours en VR. Mais là, bon, c'est une formation, c'est pas mal. Mais on peut aussi, pourquoi pas faire du design. Donc, je veux faire mon magasin. C'est du retail. Je voudrais bien un présentoir pour les chaussures. Hop, je les pose virtuellement. Alors, c'est en accéléré, vous inquiétez pas. On ne va pas aussi vite en vrai. Et puis, on peut poser les objets, changer les couleurs, tester un arrangement. Soit c'est pour faire un vrai présentoir qui sera déployé physiquement en magasin, un vrai linéaire. Soit c'est pour dire, ça sera une expérience virtuelle. Et les gens pourront voir les chaussures et le présentoir en réalité virtuelle et ce sera leur moyen de faire du shopping. Donc ça, soit ça sera du e-commerce ou du v-commerce, virtual commerce, soit ça sera de la prévisualisation pour une vraie construction. Puis on peut concevoir tout et n'importe quoi, des scènes, soit très ludiques, soit très illustratives. Euh, mais ça, c'est tout seul. Donc c'est intéressant, on a conçu quelque chose, mais être à deux, ça apporte beaucoup plus. Donc c'est à deux, une des dernières étapes de la partie VR, c'est la collaboration. Aussi bien pour la formation, je ne suis pas tout seul à être formé. J'ai soit le formateur avec moi, le coach, soit j'ai un collègue. Il faut qu'on apprenne à collaborer ensemble pour atteindre le même but. Et si c'est ranger un entrepôt, il va me passer des boîtes, moi je dois les scanner, je dois les poser au bon endroit. Il y a de la collaboration. Ça peut se tester en VR très très facilement. Et c'est même un des éléments principaux. Là, les deux personnes sont dans la même pièce, mais on n'est pas obligé d'être dans la même pièce pour faire de la VR. Parce qu'une fois que les deux corps sont captés, on affiche des avatars
donc des simulacres de corps humain dans la partie VR, et on a l'impression que la personne est là. Si on se force à essayer de passer sa main à travers le corps de l'autre, ça passera à travers. Si elle est dans la pièce, ça fera un peu plus mal. Mais du coup, si on collabore, on peut avoir accès à des salles de conférences virtuelles où chaque personne a son propre avatar, se positionne où il veut dans la salle, voit les slides éventuellement s'il y a des slides, et on peut même lui présenter des objets en relief. Donc ça, c'est une application qui a été créée par Accenture qui s'appelle Synapse, qui permet justement de faire des réunions et des meetings en VR. Mais pas que en VR, puisqu'on peut avoir aussi la version iPad ou tablette, où on retrouve la même chose. Alors on ne va pas mettre la tablette sur les yeux, mais on va pouvoir voir les collègues. Chaque collègue peut avoir des réactions, puisque les mains sont traquées, et il y a même des boutons pour dire je veux saluer, ou je veux dire que je ne suis pas content, par exemple. On peut faire des votes à main levée assez facilement. Et on peut présenter donc du contenu multimédia, mais aussi, comme la pièce a été numérisée, c'est une pièce virtuelle, il peut y avoir des contenus interactifs dans cette pièce pour présenter un produit, par exemple. Là, ça présente un scanner. Donc, ça explique comment marche le scanner, il tourne autour de lui, après on a une pièce numérisée. Donc tout ça, on peut le faire en VR, on peut illustrer, faire des démonstrations en VR. Là, il y a un côté un peu Inception, parce qu'ils sont dans une salle, et dans la salle, ils voient un écran qui présente la même salle. Là, il y a une démonstration du tapis roulant, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc c'est en VR, une démonstration du tapis roulant. Avec ça, on peut montrer des choses sans que les gens viennent chez vous. Donc en période de Covid et de quarantaine, c'est très très bien. On a déjà fait ça pour plusieurs clients. On les a invités en réalité virtuelle dans une salle de réunion pour pouvoir leur présenter différentes réalisations. Et on peut imaginer même du design thinking, et vraiment de la collaboration pour créer, puisqu'on peut avoir des dashboards virtuels autour de nous, des whiteboards. Donc ça, c'est très immersif. Mais l'environnement, ou le digital twin, c'est le jumeau numérique des objets, c'est voilà, je veux présenter une machinerie, il faut que j'ai la version numérique, la version objet 3D, le modèle 3D de cet objet. Il faut que je puisse le présenter à mes collègues, donc il faut que je l'ai. Ça peut être un bâtiment. Là, par exemple, c'est une usine pharmaceutique qui a été numérisée, et je pourrais la voir en relief, me rendre compte qu'elle fait vraiment 8 mètres, 8 à 10 mètres de haut, que les allées sont assez larges pour moi et mon chariot éventuellement, que là c'est une zone rouge et j'ai pas le droit d'y aller parce que j'ai pas l'accréditation. Et du coup, je peux m'entraîner de chez moi à me balader dans l'usine dans laquelle je serai déployé dans plusieurs mois, par exemple. Et quand je serai sur place, je connaîtrai cette usine comme ma poche, puisque je l'aurai vue sous tous les angles et je me serai déjà familiarisé avec. C'est un Google Street View amélioré, puisqu'il y a beaucoup plus de liberté sur les déplacements et sur même le relief. Se rendre compte vraiment du relief de la pièce grâce au casque immersif. Là, je parlais de Digital Twin. Par exemple, la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure chez Accenture, elle a été numérisée. Il y a un scanner qui est passé pour numériser chaque pièce, chaque zone de ce lieu. Et ensuite, on peut la revoir comme ça. Alors là, je la vois sur un écran. Ça ressemble plus à une maquette qu'autre chose. Je peux zoomer. C'est intéressant. Mais le mettre en VR avec un casque, tout de suite, on se rend compte que ah oui, ça fait 100 mètres carrés, que ça, c'est un écran qui fait 2 mètres. On se rend compte vraiment plus du côté de la perspective et des dimensions. Donc il y a juste un bouton à cliquer et on passe en VR. Donc, pour vous, ce sera un peu moins passionnant parce que vous êtes à distance, mais pour moi, ce sera très très immersif. Cette partie a été faite à partir de photos. Il y a la partie reculée qui est faite à partir d'une modification des photos pour que ça soit un peu plus lisible ou un peu plus léger même. Voilà. C'est assez facile à faire. Il faut juste déployer des caméras pour prendre le bâtiment sous les angles. Là, on a fait le tour de la partie VR. Mais la VR, c'est un morceau, donc c'est le côté très, très immersif. Et la partie AR, AR, c'est Augmented Reality, RA en français, où là, c'est un peu moins immersif. On voit toujours le monde réel. Par exemple, je suis sur un quai de métro, je vois le wagon, je le vois en vrai, mais on me rajoute des informations dans mon champ de vision. Donc c'est un complément à ma vue réelle. Alors, dans les films, on a Iron Man. Ça, bon, c'est un peu, il y en a un peu trop. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il y en a partout. Je me demande s'il voit encore le monde réel et s'il n'est pas perturbé. Justement, si on avait un night tracker, on se rendrait compte qu'il regarde plus ses dashboards que les ennemis et qu'il a une chance sur deux de se faire défoncer. Donc voilà, on n'y est pas encore et je pense pas qu'on doit aller vers ça. Je pense qu'il faut aller sur du rajout de contenu
parcimonieux et utile en mettant uniquement les informations utiles. Donc là, lui, il a un grand casque immersif, une grosse visière. Ce qui existe actuellement en termes de réalité augmentée, l'autre terme, c'est HUD, Head Up Display, afficheur tête haute. Bah, c'est des lunettes, comme les Google Glass par exemple, qui étaient juste un petit écran dans un coin du champ de vision. Il y a les RealWear, il y a Vuzix qui fait ça. Je vais vous partager ma vidéo encore. Par exemple, cette lunette-là, qui s'appelle les Vuzix Blade, c'est des lunettes de protection, elles résistent aux éclaboussures de produits chimiques, donc elles sont certifiées. Et sur un des verres, il y a un écran. En fait, il y a un écran juste ici qui permet de voir des choses en plus. Je vais vous faire une démonstration dans quelques secondes. Il y a d'autres lunettes, voilà, plus proches des Google Glass, donc avec une branche assez simple, et ici un petit écran. Je vais voir si je peux vous le partager. Hop, ici on voit qu'il y a un petit écran avec des icônes. Donc je verrai ça dans mon champ de vision. C'est pas de la réalité augmentée comme avec des hologrammes dans tous les sens, c'est dans un coin de mon champ de vision, j'ai un écran. Imaginez-vous que vous êtes en voiture, vous avez votre pare-brise et toute la route, et dans un coin, vous avez votre GPS. C'est exactement pareil, c'est me rajouter une information précise et utile, contextualisée, dans un coin de mon champ de vision, sans que ça m'empêche de voir le monde réel, puisque c'est ce qui est le plus important. Sauf si on n'a pas envie de vivre dans le monde réel, dans ce cas-là, on se met en VR. Et du coup, ce coin de champ de vision, bah, on peut dire que c'est la réalité augmentée, c'est l'afficheur tête haute ou un peu tête basse. Ça dépend où on place le viseur en fonction de nos activités. Si on doit réparer par exemple, un hélicoptère, une aile d'avion ou autre, on va être plutôt en haut, on va mettre l'écran en bas pour ne pas nous gêner. Si on travaille plutôt sur un plan de travail, on va mettre la visière un peu plus haut. Du coup, je vais les enfiler et je vais faire une démonstration live. Attention. Donc, il y aura de la réalité augmentée, mais il y aura aussi un peu d'IA. Hop. Donc là, dans cet écran noir que vous voyez, bah, ça va être ce que je vais voir, ce qui va se rajouter sur mon champ de vision. Donc ici, je vois exactement ça. Ici, dans un coin de mon champ de vision, je vois ce petit écran noir avec ces icônes. Et bah, il y a de l'IA parce qu'en fait, il y a de la reconnaissance vocale. On va voir si ça marche. Hop. Hello Vuzix, Air Voice. Donc j'ai lancé l'application, et c'est une application pour voir des protocoles de manipulation en chimie. Donc je vais pouvoir ouvrir un protocole. Open Demo Protocol. Open Demo Protocol. Sans les mains, je ne triche pas. Go to next step. Go to next step. Donc là, je peux me balader dans les différentes étapes de mon protocole en mode main libre. Donc j'ai accès vraiment, j'ai mes gants, j'ai les mains sous une hotte, j'ai les mains saines, je suis en salle blanche, et j'ai ce truc-là que je commande à la voix. Et si dans mon protocole, j'ai un problème, je viens de faire une constatation, il y a un précipité qui se fait pas, il manque un produit, ben, je peux dire record quick note, record audio note, donc, observation, biological, c'est mon accent, désolé, experimentation. Donc là, je vais pouvoir faire un enregistrement, une annotation audio sur mon protocole en disant voilà, j'ai fait, donc c'était une observation sur la partie expérimentale, il y a un précipité, c'est pas normal. Et cette note audio va être enregistrée, stockée avec mon protocole, avec les différentes étapes de mon cahier de manipulation. Je vais pouvoir tout stocker, et quand je veux arrêter, il suffit de dire stop audio recording, et je suis retourné à mon protocole directement. Donc là, c'est une démo en anglais, on a la même version en français, vous inquiétez pas. Et là, il y a moins de problèmes d'accent. Donc là, il y a la reconnaissance vocale. Si on regarde bien ici, il y a même une petite caméra. Donc si j'ai besoin de scanner des produits, par exemple des éprouvettes, je pourrais directement scanner des éprouvettes parce que dessus il y a des codes barres par exemple, et savoir directement quel est le produit que j'ai devant moi, est-ce que c'est la bonne concentration ou pas, et travailler sur ma manipulation assez facilement. Donc on peut même reconnaître certaines actions, certains objets, juste par la partie computer vision, donc analyse de l'image. Donc ça, c'était une démo live. Normalement, vous avez tous applaudi parce que vous avez trouvé ça fantastique. Mais comme les micros sont coupés, je ne sais pas. Donc ça, c'est la partie réalité augmentée simple. Donc on affiche quelque chose dans un coin de mon champ de vision. Il y a la dernière partie, c'est la partie réalité mixte. Donc c'est afficher quelque chose, mais vraiment devant moi. Vraiment en partie. Il est là. L'objet virtuel est là devant moi. Donc ceux qui pensent à Minority Report, effectivement, on n'est pas loin.
Donc dans Minority Report, Tom Cruise prend des objets, il les attrape, il les déplace, et il les spatialise. Il les pose dans son espace réel à lui. Et s'il part, il revient, il a toujours l'impression que les photos qu'il a posées sont à cet endroit-là. Donc il y a une persistance des objets dans le monde virtuel, dans le monde réel. Et justement, c'est la définition de réalité mixte ou réalité étendue, c'est faire que le monde réel et le monde digital coexistent. Les deux sont là en même temps, et c'est pas un qui efface l'autre, c'est pas un qui supplante l'autre, c'est les deux qui sont toujours là. On peut afficher des informations, des images, des vidéos qui flotteraient devant moi. On peut afficher des objets 3D, là c'est un dauphin pour illustrer, mais dans la photo d'avant c'était une machinerie. On peut avoir ces objets qui vont coexister. La coexistence, c'est quoi? C'est même qu'il y ait une occlusion. C'est que si je pose le dauphin à un endroit, il faut qu'il cache un peu le canapé qui est derrière, mais que lui-même soit caché par ma femme qui est devant. Donc que les objets existent et qu'ils aient une réaction cohérente vis-à-vis de leur profondeur et de placement dans la pièce. Et ils sont ancrés dans le monde réel. C'est que si je pose le dauphin, je pars, je regarde de loin ma chambre, je vais retrouver le dauphin et je vais le voir toujours au même endroit où je l'ai laissé. Il ne va pas se déplacer comme le petit écran de GPS. Comme quand je tourne à droite, mon GPS, il me suit, il est toujours au même endroit. C'est dommage que le GPS reste dans la rue. Mais avec la partie réalité mixte, on peut faire ça. On peut dire, je veux afficher un panneau virtuel à un endroit, et il sera toujours à cet endroit-là, quel que soit mon déplacement. Donc ça dépend du cas d'usage. On peut évidemment avoir aussi des objets qui nous suivent en réalité virtuelle, en réalité mixte, puisqu'on peut tout faire. On fait plus de choses en réalité mixte. Ça passe souvent par quoi? Par un écran transparent. On voit toujours le monde réel. Je vais vous partager ma vidéo. Hop. Par exemple, il y a ce type de casque. Ça ressemble un peu à un Oculus Quest au niveau gabarit. Et ici, on voit bien que c'est des écrans transparents. Vous voyez mes mains à travers. Et c'est vraiment des écrans de chaque côté. Et il y a plein de caméras aussi, puisque ce casque a besoin de savoir où est le monde réel et où sont les murs, où sont les objets. Et si je veux poser une affiche sur un mur, une affiche virtuelle sur un mur réel, il faut qu'il sache qu'il y a un mur. Donc, toutes ces caméras vont lui permettre de détecter le monde réel et pouvoir positionner les objets virtuels par rapport à ce monde réel. Hop. Du coup, il y a deux principaux fabricants de casques sur la partie réalité mixte. Il y a Microsoft avec ce casque qui s'appelle HoloLens, et il y a Magic Leap. Alors, Magic Leap qui vivote un peu en ce moment, même s'ils lèvent de l'argent, ils sont en train de licencier. C'est des lunettes avec plein de caméras. On voit tous les points noirs sur les côtés autour des verres. C'est des caméras qui vont filmer la pièce, non pas pour la stocker et la retransmettre ou la streamer, c'est juste pour détecter la pièce et la reconnaître. Comme ça, si j'éteins les lunettes et je les rallume, bah, il va reconnaître la pièce, il va me dire « Ah, tu avais posé un dauphin à un endroit et tu avais posé un tapis roulant à gauche. Bah, » Hop, il les fait réapparaître au bon endroit. Les cas d'usage de la partie réalité mixte, c'est la collaboration, le design, les digital twins et l'assistance. On va en parler tout de suite pour les quelques minutes qui nous restent. Par exemple ici, dans une usine, la personne veut savoir s'il peut poser une machinerie. Est-ce qu'il y a la place entre ces deux machines? Ok, il y a deux fits. Ah, ça ne va pas aller, donc je vais déplacer virtuellement la machine, la tourner pour aménager le poste de travail. Une fois que le plan est fait, hop, il peut faire disparaître, et il peut même faire, pourquoi pas, un appel à un ami, en disant c'est bon, j'ai fait les plans, je vais te les repartager et tu peux lancer la commande ou la fabrication. Donc les deux personnes, l'un sur l'ordinateur et l'autre en réalité mixte, voient la même chose, ils partagent le point de vue et ils peuvent collaborer, se faire des annotations mutuelles. Donc c'est très lié à la collaboration. Donc ça, c'est une vraie application qui existe, qui s'appelle Spatial. Il y en a plusieurs dans le domaine, qui marchent aussi bien en VR et en réalité mixte, où on voit des avatars des gens, on peut interagir, on peut faire des gestes, on peut compléter ce qu'on voit avec l'ordinateur en disant je partage mon écran, et évidemment la saisie en réalité mixte est un peu difficile, donc il vaut mieux avoir un vrai clavier. Et on se fait un whiteboard avec des post-it par exemple, des recherches vocales, et faire apparaître pourquoi pas des objets et les manipuler ensemble pour faire un brainstorm par exemple, ou on appelle un product review, ou design review, donc la revue de conception pour travailler ensemble, avec des gens dans la pièce ou des gens à distance évidemment. Donc ça existe vraiment. Bon, après il y a plein de petites options marrantes. L'autre côté, c'est justement la partie assistance. Votre employé est sur le terrain, il n'est peut-être pas expert de la situation, il y a une panne particulière dans un ascenseur,
Ben, il faut qu'il ait accès à la fiche technique du produit, au manuel, aux informations qui remontent du matériel, et la remontée IoT éventuellement, pour pouvoir faire la réparation la plus adaptée. Donc, il prépare sa manipulation, sa procédure, et une fois qu'il est OK, bah, il peut commencer à le faire. Il n'a pas besoin de garder le casque une fois qu'il fait la procédure. Voilà. Une des 2 dernières démos. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour un client dans le pharmaceutique. C'était voir une prévisualisation d'une machine. Donc c'est un lyophiliseur. Et là, c'est un digital twin. Donc c'est le jumeau numérique d'une vraie machine qui est en usine. Et on peut cliquer sur chaque élément pour le voir en plus gros et voir que il faut qu'il y ait environ moins d'un bar de pression dans les tuyaux, qu'il y a des câbles électriques qui passent au-dessus, que ce réservoir, il n'a pas eu de maintenance depuis plus de 3 mois. Il faudra peut-être planifier une supervision. Tout ça, on peut le faire. Donc, on peut inspecter à distance une machine sans être évidemment dessus. Donc, je répète, en période de confinement où les experts sont très peu déployés sur le terrain, c'est très utile. Là, le côté intéressant aussi, c'est qu'on peut faire apparaître des choses. Donc, on crée un sous-sol et on voit qu'il y a d'autres machineries dans le sous-sol. Donc, on a une vraie impression de profondeur, puisqu'on voit un trou qui apparaît dans le sol de la pièce dans laquelle on est pour accéder au compresseur qui est en dessous. Mais dans la partie assistance, ben, c'est ce qu'on appelle les guided méthodes, les méthodes guidées. Donc là, je dois faire une maintenance d'un appareil et j'ai des panneaux qui vont m'indiquer les manipulations à faire. Attention, autour de toi, il y a une zone dangereuse. Regarde autour de toi avant de commencer. Donc il y a cet avatar qui tourne. Et ça va m'indiquer, voilà, pour remettre en marche ce robot, il faut positionner le bras comme ça. Et du coup, bah, le technicien ou la technicienne va pouvoir suivre la consigne, voir exactement cet hologramme et suivre le bon mouvement pour remettre en service le robot de manière très facile, très intuitive. C'est pas une simple photo, c'est pas une simple vidéo, c'est vraiment un positionnement dans l'espace. Et pour beaucoup de machinerie, c'est ce qui est utile. Après, évidemment, le contenu vidéo est très très utile pour bien comprendre les actions à faire. Donc la personne peut remettre en marche. Et à la fin, success, on a un bras robotisé qui trie des boîtes à meux de manière optimale. Donc ça nécessite des casques. C'est un peu compliqué. Un casque de VR, ça coûte 400 €, sauf si c'est un cardboard à 5 €, mais c'est pas les mêmes capacités. Un casque de réalité, des lunettes de réalité augmentée, c'est entre 1 000 et 2 000 €. Un casque de réalité mixte, HoloLens, Magic Leap, c'est dans les 3 à 4 000 €. Donc on n'est pas encore sur du grand public pour ça. Et pour des techniciens, bah, il y a un coût, évidemment. Mais si on met ça en rapport avec le casse d'une machine ou un incident relatif à la santé, bah, une vie n'a pas de prix. Donc, du coup, le prix et le ROI existe pour ce genre de casque. Il faut juste réussir à le justifier au premier abord pour lancer les commandes et lancer les premiers projets. Mais en fait, on peut faire déjà de la réalité augmentée bah, dans nos téléphones, dans vos poches, mais dans vos mains, vous avez déjà de la réalité augmentée puisque la plupart des téléphones sont compatibles. Il y a Pokémon Go, par exemple, qui est un exemple de réalité augmentée. Mais quand vous lancez Google Traduction, par exemple, ou Microsoft Translate, il y a une partie réalité augmentée. Si vous filmez un document, n'importe lequel, dans une autre langue, et vous aurez la traduction qui apparaîtra en réalité augmentée. En réalité augmentée, c'est-à-dire superposé aux instructions, vous verrez le texte dans la bonne langue. C'est de la réalité augmentée. C'est une capacité de reconnaissance d'image et de positionnement de l'image traduite dans le champ de vision. C'est de la réalité augmentée, presque la réalité mixte. Ikea a fait plusieurs applications de positionnement de meubles qui marchent sur tablette et téléphone. Donc ça existe, c'est compatible. À Octo, par exemple, on a développé une application où on fait de la réalité augmentée sur différents types de supports. Donc là, un livre, on peut avoir accès à un article complémentaire par rapport à une page dédiée, ou pourquoi pas avoir du contenu vidéo pour expliquer un schéma technique. Avoir un complément vidéo peut être utile avec l'audio aussi, mais on peut aussi augmenter des objets. Donc là, c'est un projecteur et on peut avoir des vidéos toujours et des contenus interactifs pour nous expliquer comment ça marche et même nous dire ce port USB, c'est le câble audio, ce port-là, c'est le câble HDMI, ou avoir des instructions sur n'importe quel objet. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. Ce que j'aime bien, c'est ma carte de visite, puisqu'on peut avoir ma tête en 3D dessus, et même des boutons pour avoir accès à mes profils sociaux, et même des photos, une galerie des objets qu'on a construits à Octo.
Donc tout ça directement depuis une carte de visite. Donc vous pouvez augmenter tout et n'importe quoi. Vous pouvez augmenter une propale commerciale, par exemple. Vous pouvez augmenter un flyer, un prospectus, un livre, une ref card, un poster. N'importe quoi peut être augmenté avec juste une application. Pour l'instant, il faut une application dédiée, mais dans par exemple, Snapchat, Instagram, il y a déjà de la réalité augmentée qui fonctionne de la même manière. Et demain, peut-être que Apple et Google intégreront dans l'application caméra cette partie réalité augmentée qui fera appel à des contenus venant de différents providers, différents fournisseurs de contenu. Pour l'instant, c'est des applications dédiées en général par type de contenu. Voilà, on a couvert l'intégralité du spectre réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. On l'a fait. Je crois qu'on a presque tout couvert. Bah, je vous dis merci à tous. Et cette vidéo sera disponible en replay sur M6 Vidéo, Netflix, Amazon Prime. Merci à tous. Bon appétit et bonne journée.